Damon Holloway fixait le ventilateur de plafond de son bureau à domicile. Son mouvement rythmé n'apaisait en rien la tempête qui grondait en lui. À 43 ans, il avait tout bâti à partir de rien, une entreprise de conseil en sécurité prospère, une maison luxueuse dans le prestigieux quartier de Buckhead à Atlanta, et ce qu'il pensait autrefois être une famille aimante. Cette illusion s'était effondrée exactement 36 jours plus tôt. Le système de caméra qu'il avait installé dans toute la propriété, une habitude professionnelle héritée de ses 15 années dans la sécurité privée après avoir quitté les Marines, avait capté sa femme, Adrienne, dans la maison de la piscine, avec Benjamin Walsh, l'entraîneur de cross de leur fils de 19 ans, étudiant à la Riverside Preparatory Academy. Le même entraîneur que Damon avait personnellement remercié lors de nombreux dîners d'équipe organisés dans cette même maison. Le même homme qui lui avait serré la main, accepté sa générosité. Ce qui faisait encore plus mal, c'était la découverte de l'implication de son fils, Liam. Le garçon savait depuis des mois. Il avait couvert sa mère. Il avait menti en regardant Damon droit dans les yeux. La trahison ultime, venant de l'enfant à qui il avait appris à lancer un ballon. L'enfant pour qui il alimentait un fonds universitaire avant même qu'il ne sache marcher. Monsieur Holloway ? La voix de son assistante le tira de ses pensées à travers l'interphone. Oui, Rita. Sa voix resta calme malgré le tumulte intérieur. L'enquêteur est là. Faites-le entrer. Calvin Russo entra, une enveloppe manie coincée sous le bras. Ancien agent du FBI, réputé pour sa discrétion, Calvin avait collaboré avec Damon sur plusieurs affaires de sécurité en entreprise. J'ai tout ce que vous m'avez demandé, dit-il en déposant l'enveloppe sur le bureau. Damon l'ouvrit et examina méthodiquement chaque document, chaque photographie, chaque transcription. Les preuves étaient irréfutables. La liaison entre Adrienne et Walsh durait depuis près de 8 mois. Il y avait des reçus d'hôtel, des transcriptions de messages, des photos prises dans un chalet des Smoky Mountains. Mais le plus accablant venait du téléphone de Liam, des enregistrements de conversations entre la mère et le fils, discutant de la manière de garder Damon dans l'ignorance. « Tu es sûr que ces enregistrements audio tiendront devant un tribunal ?» demanda Damon. « La Géorgie est un État à consentement unilatéral », répondit Calvin. « Votre fils les a enregistrés volontairement, même s'il ignorait comment ils seraient utilisés. Ils seront recevables. » Damon hocha la tête, son visage impassible, dissimulant la fureur froide qui montait en lui. « Et l'autre sujet ?» Calvin glissa un autre document sur le bureau. Walsh a un passé. 2 autres établissements. 2 situations similaires, avec des femmes mariées. Les 2 fois étouffées grâce à des accords financiers. J'ai retrouvé les flux d'argent. Parfait, dit Damon en tapotant ses doigts contre le bureau en acajou. C'est tout pour le moment. Une fois Calvin parti, Damon ouvrit l'application de sécurité sur son téléphone et regarda les images d'archives, Adrienne et Liam, discutant dans la cuisine, 3 semaines auparavant. Papa nous détruirait tous les 2 s'il découvrait ça, disait Liam, l'air nerveux, jetant un regard par-dessus son épaule. Adrienne avait ri, désinvolte, moqueuse. Ton père est complètement aveugle. Et puis, il travaille toujours trop pour remarquer ce qui se passe dans sa propre maison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en est là. Les mots avaient transpercé Damon comme une lame dentelée lorsqu'il les avait entendus la première fois. Maintenant, il ne faisait que renforcer sa détermination. Il attrapa son téléphone et appela son avocat. Nelson, il est temps. Dépose tous les documents demain matin. Tu es sûr de vouloir emprunter cette voie, Damon? Ce sera la guerre totale. Il n'y aura pas de retour possible. Parfait, répondit Damon froidement. Je ne veux rien laisser à quoi revenir. Chapitre 2. Le premier coup. Les papiers du divorce tombèrent comme un éclair dans un ciel sans nuages. Adrienne les reçut à son studio de yoga, remise en main propre, en pleine séance, devant toute la classe qu'elle animait 3 matins par semaine. À midi, Damon avait déjà gelé tous les comptes communs, changé les serrures de la maison et ordonné à une équipe de sécurité de transférer les affaires d'Adrienne dans un garde-meuble à l'autre bout de la ville. Benjamin Walsh fut renvoyé de Riverside Prep avant la fin de la journée. Le directeur, le visage livide après une réunion privée avec Damon. Le passé douteux de l'entraîneur était resté secret jusqu'à présent, mais Damon savait comment faire remonter des vérités au moment opportun. Liam, de retour de l'entraînement de cross, trouva son père assis calmement dans la cuisine.
Où est maman? Demanda-t-il en laissant tomber son sac de sport au sol. Ta mère ne vit plus ici, répondit Damon d'un ton égal, faisant glisser un téléphone sur le plan de travail en granit. Et je crois que ceci t'appartient. Le visage de Liam se vida de tout son sang. Tu as fouillé mon téléphone? Non. Tu avais laissé ton compte iCloud connecté sur l'ordinateur familial. Négligent. Les yeux de Damon étaient durs comme le silex. Tu as 30 minutes pour faire ta valise. Prends uniquement ce dont tu as absolument besoin. Ta mère est à l'hôtel Waverly, en centre-ville. Je te conseille de la rejoindre. Papa, je peux tout expliquer. Plus que 29 minutes. Damon l'observa sans émotion alors que son fils montait les escaliers en panique. L'angoisse du garçon était palpable, mais elle ne provoqua rien chez lui. Là où il y avait autrefois un cœur, il ne restait qu'un but froidement calculé. Ce soir-là, Preston, le père d'Adrienne, appela. Damon répondit avec détachement clinique. T'as perdu la tête, Holloway, gronda le vieil homme. Adrienne est hystérique. Tu l'as humiliée. Tu as jeté ton propre fils dehors. Preston, l'interrompit Damon. Ta fille couche avec l'entraîneur de cross de mon fils depuis 8 mois. Liam était au courant et a aidé à le cacher. J'ai les vidéos. J'ai les enregistrements audio. Et les reçus d'hôtel. À moins que vous ne souhaitiez que ces détails deviennent de notoriété publique dans votre club de golf, je vous suggère de reconsidérer votre position. Le silence à l'autre bout du fil était savoureux. Que voulez-vous? Demanda enfin Preston, la voix vidée de toute arrogance. Je veux ce qui m'appartient. Et je veux qu'il perde tout le reste. Damon raccrocha sans attendre de réponse. Cette nuit-là, seul dans la maison qui avait autrefois abrité sa famille, Damon réexamina son plan. Le choc initial n'était que la fondation. Dès demain, commencerait le démantèlement systématique du monde d'Adrienne, de la réputation de Walsh, et de l'avenir de Liam. La trahison avait des conséquences, et Damon Holloway croyait fermement que les dettes devaient être payées, intégralement. Il croit me connaître, murmura-t-il dans la pièce vide. Ils n'ont aucune idée de ce dont je suis capable. Chapitre 3, Dégâts collatéraux. L'audience d'urgence pour la garde avait été programmée avec une rapidité remarquable, un des avantages d'avoir le juge des affaires familiales comme ancien client, dont Damon avait personnellement installé le système de sécurité après un cambriolage. La juge Catherine Landry conserva son professionnalisme, mais un discret hochement de tête à l'attention de Damon en disait long. Adrienne arriva avec son avocate, Charlotte Brennan, une véritable prédatrice, réputée pour dépecer les maris dans les divorces à haute visibilité. Liam s'assit derrière elle, refusant de croiser le regard de son père. Votre honneur, commença Charlotte, les agissements de Monsieur Holloway relèvent d'un abus émotionnel extrême. Il a, par pur esprit de vengeance, coupé ma cliente de son foyer et de toutes ses ressources financières, sans le moindre avertissement. L'avocat de Damon, Nelson Grant, un vétéran aux cheveux argentés des batailles juridiques les plus féroces d'Atlanta, se leva lentement, imperturbable. Votre honneur, nous avons des preuves que Madame Holloway entretient une liaison extra-conjugale avec un professeur de l'école de leur fils, créant ainsi un environnement nocif pour l'enfant mineur. Le visage de la juge Landry resta neutre. Avez-vous des documents étayant ces allégations? Nous en avons, votre honneur. Une documentation exhaustive. Quand les preuves furent présentées, photographies, messages textes, et enfin les enregistrements audio du téléphone de Liam, la salle d'audience devint silencieuse. Le visage d'Adrienne se tordit de stupeur lorsque la voix de son propre fils résonna dans la pièce, parlant de leur plan pour continuer à tromper Damon. Il a été violent, dangereux. Témoigna Adrienne avec désespoir lorsqu'elle prit la parole. Il a installé des caméras partout. Il nous espionnait, nous surveillait. C'est pour ça que je devais fuir. Liam hocha vigoureusement la tête, soutenant les mensonges de sa mère. Monsieur Holloway, demanda la juge Landry, avez-vous des questions pour le témoin? Damon se leva lentement, tel un prédateur sûr de son moment. Une seule, répondit-il en brandissant le téléphone de son fils. Dois-je faire écouter la conversation de mardi dernier entre vous deux? Les yeux de Liam s'écarquillèrent. La greffière eut un sursaut lorsque l'audio commença. Maman, je ne peux plus continuer à mentir pour toi, disait clairement la voix de Liam. Papa n'a jamais rien fait de mal. Il se tue à la tâche pour nous.
Arrête d'être dramatique, répondit la voix froide d'Adrienne. Ton père est trop absorbé par sa précieuse entreprise pour se soucier de ce que nous faisons. Et puis Ben me rend heureuse. Une fois le divorce prononcé, j'aurai la moitié de tout. On sera à l'aise. Mais s'il découvre qu'on ment à propos de son agressivité? C'est grave, maman. Il ne le saura pas, fais-moi confiance. Les hommes comme ton père s'effondrent quand leur réputation est menacée. Il suffit qu'on reste fidèle à notre version. L'enregistrement s'arrêta. La salle resta figée. Votre honneur, dit calmement Damon, je n'ai jamais levé la main sur ma femme ou mon fils. Je ne les ai jamais menacés. Le seul tort que j'ai commis, c'est de faire confiance à des gens qui me trahissaient méthodiquement. Le regard de la juge Landry se durcit lorsqu'elle fixa Adrienne et Liam. Ce tribunal ne tolère pas les fausses accusations de violence domestique. Elle minimise la souffrance des véritables victimes et détourne les ressources de la justice. À la fin de l'audience, Damon obtint le contrôle total du domicile familial, la garde temporaire de tous les biens en attendant le jugement définitif du divorce, et une ordonnance restrictive contre Benjamin Walsh, lui interdisant tout contact avec Damon ou Liam. Devant le tribunal, Adrienne attrapa le bras de Damon. « Tu as tout gâché » siffla-t-elle. « Ce n'est pas fini. » Damon fixa sa main jusqu'à ce qu'elle le relâche. « Tu as raison sur un point, » répondit-il doucement. « Ce n'est que le commencement. » Chapitre 4, manœuvre calculée. 2 mois après l'audience pour la garde, Damon était assis dans son bureau, consultant les derniers rapports de ses enquêteurs. Adrienne avait emménagé avec Benjamin Walsh dans son modeste appartement près de l'université, où il avait réussi à décrocher un poste d'assistant coordinateur sportif, une chute spectaculaire par rapport à sa carrière d'entraîneur. La pression financière s'intensifiait. Preston avait apporté un soutien au début, mais s'était rétracté après que Damon lui ait envoyé le dossier complet des activités de sa fille. Liam, quant à lui, avait dû intégrer un lycée public pour sa dernière année, Riverside Prep ayant révoqué sa bourse suite au licenciement de Walsh, une autre conséquence directe. Ses chances d'intégrer une bonne université s'amenuisaient de semaine en semaine. Monsieur Holloway, fit la voix de Rita dans l'interphone, Mademoiselle Vell est ici. Damon redressa sa cravate. Faites-la entrer. Mariana Vell entra d'un pas déterminé. Journaliste en chef du site d'investigation le plus lu d'Atlanta, elle avait bâti sa réputation en exposant les hypocrisies de l'élite locale. Vous avez 15 minutes, dit Damon en lui indiquant la chaise en face. Mariana sourit. Merci de me recevoir. Les accusations de votre ex-femme commencent à circuler dans certains milieux. J'en suis bien conscient, répondit-il. Adrienne avait commencé à raconter à qui voulait l'entendre que Damon avait manipulé les preuves et ils les ont harcelés, elle et Liam, jusqu'à ce qu'ils quittent leur maison. Je travaille sur un article concernant les fausses accusations dans les procédures de divorce, poursuivit Mariana. Leur impact dévastateur sur les réputations, les carrières, les familles. Damon la fixa un moment. Et en quoi ma situation s'intègre-t-elle dans votre histoire? Cela dépend de ce que vous êtes prêt à partager. Elle posa un enregistreur numérique sur le bureau. Officieusement, pour commencer. J'ai entendu des rumeurs à propos d'Adrien Holloway et de Benjamin Walsh. Quelque chose qui ressemble à un schéma récurrent. Damon s'adossa à son siège, pesant ses options. Mariana Vell n'était pas connue pour sa clémence, mais son intégrité était incontestable. Si elle publiait quelque chose, cela serait vérifié et accablant. Officiellement, dit-il enfin en tapotant l'enregistreur. J'ai des documents prouvant que mon ex-femme et son petit ami ont comploté pour m'accuser faussement de violence domestique. J'ai aussi des preuves que M. Walsh a un historique de relations inappropriées avec des femmes mariées dans des établissements scolaires. J'ai partagé ces informations avec les autorités compétentes. Et votre fils? Les sources disent qu'il vit désormais avec sa mère et Walsh. Une lueur, peut-être de douleur, traversa le visage de Damon avant de disparaître. Mon fils a fait son choix. Après le départ de Mariana, Damon appela Calvin. Tout est en place pour demain? Oui. Les administrateurs recevront les dossiers financiers à 9 h. À midi, Preston Whitmore devra fournir beaucoup d'explications. Parfait. Et l'autre sujet? La surveillance confirme que Walsh rencontre une autre femme mariée de l'université. Les photos sont déjà envoyées sur votre serveur sécurisé.
Damon esquissa un sourire froid. Parfait timing. Le lendemain, Preston Whitmore dut faire face à une réunion d'urgence du conseil d'administration de la Whitmore Foundation, l'organisation caritative qui portait le prestige de la famille depuis 3 générations. Des documents anonymes avaient révélé un détournement systématique de fonds. Pas par Preston, mais par le trésorier de la fondation, qui se trouvait être le frère cadet d'Adrienne, Neil. Le soir même, Preston et Neil furent contraints de démissionner de la fondation. Le nom de la famille, autrefois synonyme de philanthropie à Atlanta, était désormais entaché par un scandale financier. Le fait que la société de sécurité de Damon ait effectué le dernier audit de la fondation sans rien détecter fut un lien que peu remarquèrent immédiatement. Entre-temps, l'article de Mariana fut mis en ligne. Schéma de prédation, l'histoire troublante de Benjamin Walsh. Avec des témoignages d'anciens élèves et de parents. L'article ne lançait pas d'accusations directes, mais soulevait des questions dévastatrices sur le caractère et l'éthique professionnelle de Walsh. Lorsqu'Adrienne appela en hurlant, criant que des vies étaient ruinées, parlant de vengeance, Damon écouta en silence. « Tu as fini ?» demanda-t-il lorsqu'elle reprit enfin son souffle. « Tu penses avoir gagné ?» cracha-t-elle. « Mais Liam ne te pardonnera jamais. »« Jamais. »« Je ne cherche pas le pardon, » répondit Damon. « Dis à Neil qu'il devrait contacter un avocat. La fondation porte plainte demain. » Il raccrocha. Damon ouvrit son ordinateur portable et découvrit un email du juge Landry. « Je pense que tu devrais voir ça avant que ce soit rendu public. » Pièce jointe, une plainte officielle qu'Adrienne avait déposée contre le juge, l'accusant de partialité et de conduite inappropriée. Damon sourit. Encore un coup prévisible sur l'échiquier. Encore une occasion de déclencher les pièges qu'il avait patiemment installés. Chapitre 5 – Le point d'équilibre. La procédure de divorce avait atteint un moment crucial. Les experts comptables judiciaires de Damon avaient découvert des comptes offshore, ouverts par Adrienne 3 ans plus tôt. Elle y avait transféré de petites sommes depuis leur compte commun, pas assez pour éveiller des soupçons immédiats, mais cela s'élevait à plus de 200 000 $. En parallèle, Benjamin Walsh menait son propre combat. L'université avait ouvert une enquête suite à l'article de Mariana, et 2 étudiantes avaient déjà porté plainte pour comportement inapproprié. Pris au milieu du conflit, Liam avait fini par contacter Damon pour la première fois depuis des mois. Le message était bref. « On peut parler ?» Damon pensa à l'ignorer. Le garçon avait pris parti pour sa mère, même après que ses mensonges avaient été révélés. Mais la stratégie exigeait de la souplesse et Liam pourrait détenir des informations précieuses. Ils se retrouvèrent dans un lieu neutre, un café au centre-ville. Liam arriva, plus maigre, son assurance d'autrefois remplacée par des épaules voûtées et des yeux fuyants. « Tu as l'air épouvantable », observa Damon en poussant une tasse de café de l'autre côté de la table. « Ouais, ben », répondit Liam en fixant la boisson. « Les choses ne vont pas fort. »« J'imagine que non. » Un silence pesant s'installa entre eux, jusqu'à ce que Liam prenne enfin la parole. « Maman ne va pas bien. Ben a perdu son poste à l'université. On a dû déménager dans un appartement plus petit. Ça ressemble aux conséquences de leurs propres actes. » Les yeux de Liam s'illuminèrent d'une colère brève. « Tu as détruit tout le monde autour de toi. La réputation de grand-père. L'oncle Neil inculpé. Les économies de maman envolées. Ta mère a volé cet argent, » coupa froidement Damon. « À notre famille. À toi. Quant à ton grand-père et ton oncle, ils ont fait leur choix bien avant que je ne les expose. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu ne peux pas juste tourner la page ?» Damon étudia le visage de son fils, les traits délicats d'Adrienne mêlés à ses propres yeux gris. Autrefois, il aurait tout fait pour ce garçon. Aujourd'hui, il ne ressentait plus qu'une évaluation glaciale. « Je veux ce qu'on m'a pris », dit simplement Damon. « Ma réputation. Ma dignité. Ma famille. On peut encore être une famille. » Non. Le mot tomba comme une lame de guillotine. Ce n'est plus possible. Le visage de Liam s'effondra. Elle dit que tu prendras tout. Qu'il ne restera plus rien. Elle commence enfin à te dire la vérité sur quelque chose, répondit Damon en se levant, laissant son café intact. Tu devrais lui demander ce qu'elle comptait faire avec l'argent qu'elle cachait. Demande-lui si c'était suffisant pour recommencer une nouvelle vie avec Walsh, ailleurs.
Sans toi. Il quitta la pièce, laissant Liam assis là, le visage tiraillé entre confusion et peur. Alors qu'il marchait vers sa voiture, son téléphone vibra. Un message de Calvin, Walsh a pris contact avec Miller. Réunion prévue pour demain. Damon sourit. Gregory Miller était l'avocat de Preston Whitmore et aussi un ancien client à lui. La manœuvre désespérée qu'il attendait venait enfin de se produire. Ce soir-là, Damon examina les dernières images de surveillance. Adrienne avait rendu visite à son père 3 fois cette semaine. Walsh avait appelé d'anciens collègues de Riverside Prep. Il paniquait. Il cherchait du levier, une échappatoire. Son téléphone sonna. Ils ont fait une offre, annonça Nelson Grant, son avocat, sans préambule. Adrienne abandonnera toutes les accusations, acceptera une pension minimale, et te laissera un contrôle total sur les actifs de l'entreprise, si tu acceptes un partage équitable des biens personnels. Non. Damon, c'est en réalité plutôt raisonnable. Il ne mérite pas quelque chose de raisonnable, coupa Damon. Dis-leur que je veux tout. Ou on continue le procès. Damon, cette vendetta, elle ne t'apportera pas la paix. Je ne cherche pas la paix. Il mit fin à l'appel et retourna à son travail. La prochaine phase exigeait un timing parfait. Gregory Miller informerait Preston de l'approche de Walsh. Preston, désespéré de sauver l'honneur de la famille, offrirait de l'argent à Walsh pour qu'il disparaisse. Walsh, voyant l'opportunité, prendrait l'argent et abandonnerait Adrienne, prouvant ainsi que Damon avait vu juste sur son caractère. Adrienne, trahie comme elle avait trahi, comprendrait enfin ce que Damon avait ressenti. Et Liam apprendrait que la loyauté n'était pas un concept abstrait, mais le fondement de tout ce qui en valait la peine. Les pièces étaient en place. Damon n'avait plus qu'à attendre. Chapitre 6. Point de rupture. Benjamin Walsh ne se présenta jamais à son rendez-vous avec Gregory Miller. À la place, il vida son compte en banque, fit ses valises et disparut. Il laissa derrière lui un mot bref à Adrienne. « Je ne peux plus faire ça. Je suis désolé. » Cette trahison brisa quelque chose en Adrienne que toutes les manigances de Damon n'avaient pas réussi à atteindre. Lorsqu'elle arriva à la séance de médiation la semaine suivante, le vernis et la défiance avaient disparu. Elle semblait vide, diminuée. Damon l'observait de l'autre côté de la table de conférence, ne ressentant ni satisfaction ni pitié, seulement la certitude glaciale que la justice suivait son cours. « Ma cliente est prête à accepter les conditions de Monsieur Holloway », annonça Charlotte Brennan, d'un ton inhabituellement calme. Divulgation financière complète, renonciation à toute prétention sur les actifs professionnels, et pension minimale. Nelson leva un sourcil vers Damon, qui acquiesça d'un simple signe de tête. « Il y a une condition supplémentaire », déclara Damon en glissant un document sur la table. Une déclaration publique reconnaissant que les accusations portées contre moi étaient fausses. Charlotte s'apprêta à protester, mais Adrienne posa la main sur le bras de son avocate. « C'est bon. Je vais signer. » Une fois les documents signés et les avocats partis, Damon et Adrienne se retrouvèrent seuls dans la salle. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Détruire tout ce qu'on avait construit ?»« Je n'ai rien détruit, » répondit calmement Damon. « Toi et Liam l'a fait. Moi, je me suis simplement assuré qu'il y ait des conséquences. Ben est parti. La réputation de ma famille est ruinée. Tu es satisfait maintenant ?» Damon rassembla ses documents. Le départ de Walsh ne faisait jamais partie de mon plan. C'était son choix. La preuve même du genre d'homme pour lequel tu as trahi ta famille. Et Liam, demanda-t-elle. C'est toujours ton fils. Quelque chose passa furtivement dans les yeux de Damon. La première émotion sincère qu'il montrait depuis des mois. Un fils qui ment à son père? Qui aide à dissimuler l'infidélité de sa mère? Qui regarde en silence pendant qu'on me calomnie faussement? Ce n'est pas le fils que j'ai élevé. Ce n'est qu'un gamin coincé entre ses parents. Il a 18 ans. Assez vieux pour connaître le bien du mal. Damon s'avança vers la porte. Assez vieux pour faire face aux conséquences. Ce soir-là, Liam entra dans la maison avec son ancienne clé. Il trouva Damon dans la cuisine. « Maman m'a dit ce qui s'est passé », dit-il en hésitant dans l'embrasure de la porte. « À propos du départ de Ben. Est-ce qu'elle t'a dit qu'il avait pris l'argent que grand-père lui avait offert ?»
Le visage de Liam montra un choc visible. Grand-père l'a payé pour qu'il parte. 50 000 $, répondit Damon sans lever les yeux, en continuant à préparer son dîner. Ton grand-père pensait qu'il pouvait régler le problème en retirant Walsh de l'équation. Et Walsh lui a donné raison sur un point, il n'a jamais été intéressé par autre chose que ce qu'il pouvait obtenir. Je ne savais pas, répondit Liam en avançant timidement. Est-ce que je peux rentrer à la maison? Le couteau dans la main de Damon s'arrêta un instant, avant de reprendre ses coups réguliers. Ce n'est plus ta maison. Papa, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je le sais maintenant. Oublier un anniversaire ou rater un examen, c'est une erreur, dit Damon d'un ton terriblement calme. Ce que tu as fait, c'était un choix. Une série de choix, répétés jour après jour, pendant des mois. Je ferai tout pour réparer ça. Damon releva enfin les yeux. Ils étaient glacials. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a que l'avenir, avec la compréhension que les actes ont des conséquences permanentes. Alors c'est tout? Tu me coupes complètement. J'ai arrangé les choses pour que ton inscription à l'université d'État soit prise en charge. Tu auras une modeste allocation pour vivre. Damon retourna à sa préparation. En dehors de ça, tu es seul. Considère cela comme une précieuse leçon de vie. Liam resta figé, la dure réalité de l'inflexibilité de son père s'enfonçant enfin en lui. Tu ne le penses pas. Tu ne peux pas arrêter d'aimer ton propre fils. J'ai arrêté quand tu as contribué à détruire notre famille. Les mots de Damon furent prononcés sans colère, ce qui les rendit d'autant plus définitifs. Maintenant, pars. Ta clé ne fonctionnera plus après ce soir. Après le départ de Liam, Damon resta seul, assis à l'îlot de la cuisine, son repas oublié. La maison résonnait de vide, mais il ne ressentait aucun besoin de la remplir de nouvelles relations ou de distractions inutiles. C'était le prix de sa vengeance, une existence solitaire, définie par l'absence de ceux qui l'avaient trahi. Il sortit son téléphone et appela Calvin. « C'est terminé, dit-il simplement. Ferme toutes les opérations de surveillance. »« Tu es sûr ?» demanda Calvin. « Il reste encore l'affaire Preston. »« Non. Ça suffit. » Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la trahison, Damon sentit le poids de l'épuisement. « Envoie-moi la facture finale. » Cette nuit-là, il dormit sans rêve, enveloppé dans le froid réconfort de la victoire. Chapitre 7 Échos et conséquences. 3 années passèrent. Damon développa son entreprise de sécurité dans 3 États supplémentaires, devenant le fournisseur privilégié de clients fortunés et de grandes entreprises recherchant une protection discrète. Sa vie personnelle resta exactement cela, personnelle et solitaire. Ses relations ne dépassaient jamais le stade de simple fréquentation passagère. La famille Whitmore ne s'était jamais remise du scandale. Preston s'était retiré entièrement de la vie publique. Neil avait évité des poursuites pénales grâce à un accord de plaidé coupable, mais était devenu inemployable dans le milieu financier. Adrienne, elle, avait trouvé un poste d'assistante administrative dans un petit cabinet d'avocats, une position humble pour une femme qui organisait autrefois des galas caritatifs pour l'élite d'Atlanta. Damon gardait un œil sur eux. Non pas par rancune, mais avec le même sens méthodique et rigoureux qui caractérisait tout ce qu'il faisait. L'information, c'était le pouvoir. Et il n'avait jamais l'intention d'être pris au dépourvu à nouveau. Un mardi d'octobre, humide et pluvieux, l'assistante de Damon appela dans son bureau. « Monsieur Holloway, un certain Trevor Walsh est ici pour vous voir. »« Il n'a pas de rendez-vous, » répondit Damon en se figeant. Trevor Walsh. Le fils de Benjamin Walsh, issu de son premier mariage. Un jeune homme que Damon n'avait jamais rencontré. Faites-le entrer. Trevor Walsh avait 22 ans, la carrure athlétique de son père, mais aucune de sa désinvolture charmante. Il resta debout maladroitement près de la porte, l'eau de pluie dégoulinant de sa veste. « Monsieur Holloway, merci de me recevoir. » Damon lui fit signe de s'asseoir. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Walsh ?»« C'est à propos de mon père, » répondit Trevor en avalant difficilement. « Il est mort. Un accident de voiture, le mois dernier, au Colorado. » L'expression de Damon resta neutre. « Je suis désolé pour votre perte. »« Non, vous ne l'êtes pas, » dit Trevor d'un ton dur. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Avant de mourir,
il m'a laissé une lettre expliquant tout ce qui s'est passé avec votre famille. Il m'a aussi laissé ceci. Trevor posa une clé USB sur le bureau de Damon. Qu'est-ce que c'est? Tout. Des enregistrements de conversations entre mon père et votre ex-femme, planifiant comment manipuler votre fils contre vous. Des documents prouvant l'argent qu'il a pris à votre beau-père. Trevor hésita. Et, des preuves que votre fils savait, depuis le début, que les accusations contre vous étaient fausses. Pas juste après. Depuis le départ. Damon fixa la clé USB. Pourquoi me donner ça maintenant? Parce que mon père était un homme égoïste, manipulateur, qui a détruit chaque relation qu'il a jamais eue. Y compris la nôtre. Les yeux de Trevor étaient durs. J'ai passé des années à le haïr pour avoir abandonné ma mère et moi. Puis des années à chercher son approbation. Et quand j'ai compris qui il était vraiment, il était trop tard. Ça n'explique pas pourquoi vous êtes ici. Je ne veux pas que son poison se répande encore. Trevor se leva. Ce que vous ferez de ces informations, c'est votre affaire. Je voulais juste que vous connaissiez toute la vérité. Après le départ de Trevor, Damon inséra la clé USB. Pendant des heures, il écouta les conversations. Des preuves claires, indiscutables. Et la confirmation de ses pires soupçons. Et ce fut à ce moment-là que Damon comprit que la trahison allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas une erreur impulsive, ni même une aventure passagère motivée par l'ennui ou la frustration. Non. C'était un complot minutieusement planifié, soigneusement orchestré, dans lequel chaque pièce avait été savamment placée, comme dans une partie d'échecs menée depuis des mois, peut-être même des années. Adrienne n'avait pas été séduite ou manipulée, elle avait été l'initiatrice. C'était elle qui avait approché Ben Walsh avec un objectif bien précis, renverser Damon, le dépouiller de son entreprise, détruire sa réputation, et prendre le contrôle de ce qu'il avait bâti de ses propres mains. Et Liam. Son propre fils. Il n'était pas un spectateur passif. Il n'avait pas été simplement pris entre deux feux, confus, tiraillé entre ses parents. Non. Il avait activement participé. Il avait enregistré son propre père, captant des conversations intimes, des moments privés, des réflexions dites dans la confiance, pour ensuite les manipuler, les déformer, les couper et les recoller jusqu'à ce qu'elles puissent être utilisées comme preuve contre lui. Mais ce n'était pas tout. Le plus glaçant, c'était ce que contenaient les fichiers secrets. Des discussions détaillées entre Adrienne et Walsh, parlant froidement des finances de Damon, de ses contrats à venir, de la manière dont il pourrait utiliser la procédure de divorce pour l'obliger à vendre sa société. Ils allaient jusqu'à discuter avec désinvolture des concurrents de Damon, planifiant de leur transmettre des informations confidentielles en échange de faveurs ou d'argent. Damon, seul dans son bureau plongé dans la pénombre, parcourait ses documents, ses fichiers audio, ses échanges écrits. Chaque nouvelle révélation était une lame supplémentaire plantée dans son dos. Mais il ne réagissait pas avec colère. Non. Il ressentait un froid glacial, une certitude méthodique et douloureuse que ses soupçons les plus sombres avaient été fondés, et qu'il avait été trahi de la manière la plus profonde, par ceux qu'il aimait le plus. Lorsque, enfin, il referma son ordinateur portable, la nuit était tombée depuis longtemps. L'obscurité avait envahi la pièce, mais il ne pensa pas à allumer la lumière. Il resta simplement là, immobile, dans le silence pesant. Son téléphone vibra. Un message. Numéro inconnu. Un simple texte, court, direct. Est-ce que Trevor t'a trouvé, Liam? Damon fixa l'écran, le regard vide. Cela faisait 3 ans. 3 longues années que son fils ne lui avait adressé aucun mot, aucun appel, aucun signe de vie. Et maintenant, voilà ce message. Un message qui soulevait 1000 questions. Il répondit d'un mot. Oui. Les 3 points indiquant que l'autre personne tapait un message apparurent. Disparurent. Puis réapparurent. Enfin. Nous devons parler. C'est important. Damon hésita. Son doigt resta suspendu au-dessus de l'écran. Tout en lui disait de ne pas répondre. Que tout avait déjà été dit, ou plutôt fait. Que les mots n'avaient plus aucun sens, plus aucune valeur. Mais il n'était pas un homme émotif. Il était un homme d'analyse, de contrôle, de logique. Et s'il y avait une chose qu'il détestait plus que la trahison, c'était l'incomplétude. L'incertitude. Il tapa alors. Mon bureau.
Demain. 10 heures. La réponse fut presque immédiate. J'y serai. Chapitre 8 Révélation. Le lendemain matin, à 10 heures précises, Liam entra dans le bureau de son père. Il avait l'allure propre et soignée d'un jeune professionnel, une chemise blanche parfaitement repassée, une cravate sobre, un costume gris foncé. Mais ce qui frappa Damon, ce ne fut pas son apparence. C'était son regard. Il avait changé. Il n'était plus le garçon fragile, hésitant, que Damon avait vu pour la dernière fois. Il avait grandi. Il avait mûri. Il ressemblait plus que jamais à son père. « Tu travailles dans un cabinet d'avocats ?» demanda Damon, le ton neutre. « Oui. Winters et associé. Je suis assistant juridique le jour, et je prends des cours du soir à la fac de droit. » Damon lui indiqua la chaise face à son bureau. « Assieds-toi. Et dis-moi ce qui est si important. » Liam s'assit lentement, en silence. Il semblait chercher ses mots. Puis il plongea ses yeux dans ceux de son père. « J'ai vu ce que contenait le disque dur. Je sais ce qu'il y avait dessus. C'est moi qui l'ai donné à Trevor pour qu'il te le remette. » Damon resta impassible. Il ne bougea pas d'un millimètre. Trevor a retrouvé les affaires de son père après sa mort. Il m'a contacté. Il voulait comprendre ce que tout cela signifiait. Il m'a montré les fichiers. Et j'ai tout vu. Tu savais? Non, pas tout. Liam baissa les yeux, la voix plus douce. Je savais qu'on te calomniait. Que maman mentait. Que Ben Walsh se moquait de nous. Mais je n'imaginais pas qu'ils enregistraient chaque conversation, chaque mot. Je n'avais aucune idée qu'ils planifiaient de vendre ton entreprise dans ton dos. Et maintenant? Pourquoi venir maintenant? Parce que maman va se remarier. Damon ne réagit pas. Avec qui? Demanda-t-il enfin. Gregory Miller. Le nom tomba dans la pièce comme un coup près. Gregory Miller. L'avocat de Preston. Celui qui avait aidé à gérer les affaires de la fondation Whitmore. Celui qui avait, apparemment, été impliqué bien plus tôt qu'il ne l'avait laissé croire. Ils sont ensemble depuis plus de 2 ans. Et ce n'est pas tout. Liam sortit un document plié de sa veste et le posa sur le bureau de Damon. Je l'ai trouvé dans les dossiers de Miller. C'est une procuration signée par Preston, datée de 2 semaines. Elle donne à Miller un pouvoir total sur ses biens restants. Damon lut le document. Tout semblait authentique. Timbres officiels. Signature notariée. Preston est mourant, dit Liam. Cancer du pancréas. Il lui reste quelques mois, peut-être moins. Damon serra la mâchoire. Miller s'est servi de ta mère, de Ben, de toi, pour me détruire. Et maintenant qu'il a échoué, il passe à la fortune de Preston. Il a toujours voulu te nuire. Et j'ai découvert pourquoi. Liam inspira profondément. Tu te souviens du contrat avec Southey Stern Financial, il y a 7 ans? Oui. Un gros contrat. Il a permis à ma société de s'imposer. Miller représentait l'entreprise concurrente. Tu leur as fait perdre des millions. Et ils ne te l'ont jamais pardonné. Et cette révélation avait non seulement ruiné la réputation de Miller, mais lui avait également coûté sa position prestigieuse au sein du cabinet d'avocats où il occupait auparavant le rang envié de partenaire. Tout s'était mis en place avec une précision glaciale. Chaque élément du puzzle s'imbriquait désormais avec une logique impitoyable. Il s'agissait bel et bien d'un plan de vengeance soigneusement élaboré, aussi méthodique qu'implacable. Un plan qui, par sa patience et son envergure, n'était pas sans rappeler celui que Damon lui-même avait mis des années à exécuter. Des gens avaient été manipulés, utilisés comme de simples pions dans une partie d'échecs dont les enjeux dépassaient l'entendement. Damon, pourtant habitué à garder le contrôle, fronça légèrement les sourcils. « Tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi tu viens me parler de tout ça, » dit-il d'une voix calme, mais ferme. Liam, sans ciller, soutint son regard. Il semblait différent. Plus mûr. Plus conscient. Parce que j'ai compris que je me suis complètement trompé. Surtout. Sur toi, sur ce qui s'est passé, sur ce que je croyais être la vérité. J'ai pris le mauvais parti, j'ai donné ma confiance aux mauvaises personnes. Il marqua une pause, la voix plus grave. Il m'a fallu 3 longues années. 3 années de douleur, d'erreur, de doute.
3 années pour assimiler ce que tu avais essayé de m'apprendre depuis le début. Que la loyauté, la véritable loyauté, ça compte. Que la vérité, même lorsqu'elle fait mal, a de la valeur. Et que chaque action, chaque décision, a un prix. Damon ne dit rien. Liam poursuivit, le regard planté dans celui de son père. Alors non, je ne viens pas te demander ton pardon. Et encore moins une réconciliation comme si de rien n'était. Ce serait hypocrite. Sa voix était posée, mais teintée d'émotions contenues. Je ne le mérite pas, ce pardon. Et je le sais. Ce que je veux, c'est autre chose. Je veux m'assurer que Miller ne s'en sorte pas. Qu'il ne puisse pas continuer à instrumentaliser ce qu'il reste de notre famille comme si nous étions des dommages collatéraux dans sa guerre personnelle contre toi. Damon, toujours silencieux, observait son fils. Ses yeux cherchaient une faille, un mensonge, un intérêt caché. Mais il n'en trouva aucun. Tout, dans le ton, la posture, l'expression de Liam, transpirait une sincérité douloureuse. Et concrètement, tu proposes quoi? Demanda-t-il enfin. Liam prit une inspiration avant de répondre. Miller ignore totalement que j'ai mis la main sur la procuration. Il ne sait pas non plus que Trevor m'a contacté. Ce que ça signifie, c'est que nous avons une fenêtre. Une opportunité très réelle de le confronter, de l'arrêter, avant qu'il n'épouse maman et ne prenne légalement le contrôle de la succession de grand-père. Le sourcil de Damon se haussa, intrigué par cette tournure inattendue. Liam, sans hausser la voix, continua. Je ne suis pas là pour demander à revenir dans ta vie, dit-il, presque en chuchotant. Je suis là pour te demander ton aide. Pour protéger ce qu'il reste de l'avenir de maman. Et pour nous assurer que l'homme qui a participé à la destruction de notre famille ne tire aucun bénéfice de ce désastre. Damon se leva lentement et marcha vers la fenêtre. Il fixa l'horizon d'Atlanta, plongé dans ses pensées. Cette ville avait été témoin de ses victoires les plus amères, et de ses défaites les plus silencieuses. La froide satisfaction qu'il avait ressentie lors de son divorce n'était plus qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, tout ce qui lui restait, c'était cette précision vide et méthodique qui rythmait ses journées. Mais là, devant lui, se présentait une occasion inattendue. Pas pour se réconcilier avec son passé, non. Mais peut-être pour atteindre une forme de justice plus complète. Une justice qui avait toujours échappé à son contrôle. Il va falloir que je vérifie tout ce que tu viens de me dire, déclara-t-il enfin, d'un ton neutre. Liam acquiesça immédiatement. Bien sûr. Trevor est prêt à témoigner sur les documents que son père lui a laissés. Et de mon côté, je fais des copies de tout ce que je trouve de compromettant dans le bureau de Miller. Damon se retourna, ses yeux plissés. Ce que tu fais là, c'est probablement illégal. Liam esquissa un sourire presque nostalgique. J'ai eu le meilleur professeur. Tu m'as appris à être méticuleux, à ne jamais négliger un détail. Un éclat du Liam d'autrefois passa dans ses yeux. Damon hocha lentement la tête. Je demanderai à Calvin de te contacter demain. Tu lui remettras tout ce que tu as trouvé. Ensuite, on décidera ensemble de la marche à suivre. Alors que Liam atteignait la porte, Damon ajouta d'une voix basse. Tout ça, ça ne change rien entre nous. Liam se retourna, son visage empreint de tristesse, mais aussi d'une paix nouvelle. Je sais. Certains ponts, une fois brûlés, restent à jamais en cendres. Chapitre 9. L'heure du jugement final. Le tribunal où se tenait l'audience était plus modeste que celui où, des années plus tôt, Damon avait fait éclater au grand jour les mensonges d'Adrienne. La juge Catherine Landry avait été promue à la Cour fédérale. Mais son successeur, le juge Morris, n'en restait pas moins redouté. Il avait la même réputation d'intransigeance, le même dégoût affiché pour les jeux d'avocats et les manipulations procédurales. Gregory Miller était assis à côté de son avocate, Sharon Wells. Il affichait une façade calme, presque stoïque, mais la tension autour de ses lèvres trahissait le combat intérieur qu'il menait pour ne pas flancher. En face, Preston Whitmore était affaissé dans un fauteuil roulant. L'homme vigoureux qu'il avait été n'était plus qu'un souvenir, son corps, ravagé par la maladie et les traitements, semblait à bout de force. Damon était assis au premier rang, aux côtés de Nelson Grant. Son visage était impassible, presque figé. Aucune émotion, aucune agitation visible, ne laissait deviner le travail acharné, la préparation chirurgicale qui les avait menés jusqu'à cette confrontation.
Derrière eux, dans le public, Liam était là. Silencieux. Inaperçu. Ni sa mère, ni Miller n'avaient conscience de sa présence. Il observait, attentif, prêt à intervenir. L'audience avait été convoquée dans l'urgence, suite à une requête visant à invalider la procuration que Preston avait confiée à Miller. L'accusation ? Influence indue, et surtout, manquement grave à l'obligation de transparence concernant des conflits d'intérêts majeurs. Ce qui, au départ, aurait pu n'être qu'un banal litige civil, avait rapidement pris des proportions dramatiques. Les enquêteurs engagés par Damon avaient mis au jour des irrégularités financières troublantes. Des transferts suspects. Des liens obscurs entre les comptes gérés par Miller et des entités offshore, toutes reliées à Benjamin Walsh. Votre honneur, commença Nelson d'une voix ferme, nous avons réuni des preuves accablantes démontrant que M. Miller a, de manière délibérée et systématique, cherché à prendre le contrôle des actifs de la famille Whitmore, tout en dissimulant à son client, M. Whitmore, des conflits d'intérêts flagrants. À peine avait-il fini sa phrase que Sharon Wells se leva vivement. Objection, votre honneur. Il s'agit là d'une tentative évidente de M. Holloway pour harceler mon client. Ce n'est qu'une vendetta personnelle liée à la relation passée entre M. Miller et l'ex-femme de M. Holloway. Le juge Maurice fronça les sourcils et la coupa net. Je suis parfaitement au courant des tensions historiques entre ces parties, Maître Wells. Mais nous sommes ici pour juger les faits. Maître Grant, poursuivez. Nelson reprit, imperturbable. Il déroula les éléments un à un, les précédentes représentations de Miller dans des affaires impliquant des concurrents de Damon, son rôle dans la stratégie du divorce, les flux financiers suspects, les comptes offshore, les connexions douteuses avec Benjamin Walsh. Et ce n'est pas tout, votre honneur, ajouta-t-il. Nous avons un témoin clé qui pourra attester directement de la connaissance qu'avait M. Miller de tous ces éléments. Et l'implication active, calculée et persistante dans un complot méthodiquement élaboré, dont le but final était de dépouiller M. Damon Holloway de ses biens professionnels et personnels, au moyen d'un divorce truqué, d'une manipulation émotionnelle sans scrupule et d'une exploitation systématique de la confiance placée en des liens familiaux brisés. Vous pouvez faire entrer votre témoin, annonça le juge Maurice d'un ton calme, mais pénétrant, chargé d'autorité. L'avocat de la défense se leva et déclara d'une voix assurée. La défense appelle M. Trevor Walsh à la barre. Un murmure parcourut immédiatement la salle d'audience, tel un souffle d'étonnement, mêlé de tension et d'incrédulité. Tous les regards se tournèrent vers les grandes portes en bois alors que Trevor Walsh s'avançait. Ses pas étaient lents mais déterminés, chacun résonnant dans le silence presque sacré de la salle. Du côté de Miller, l'effet fut immédiat, ses traits se figèrent, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle perdit toute couleur, son teint devenant presque cireux, comme si son propre passé venait de prendre chair pour se retourner contre elle. Trevor monta à la barre. Il semblait nerveux, mais aussi mu par une sorte de résolution profonde, peut-être née d'un besoin de vérité ou d'une dette morale envers son père. Lorsqu'il commença à parler, sa voix tremblait à peine. Il raconta les circonstances dans lesquelles il avait trouvé une boîte métallique cachée dans un double fond de l'armoire de son père, contenant des enregistrements audio, des impressions de mai, des copies de contrats et même un journal manuscrit. Son père, Preston Walsh, y avait documenté méticuleusement chaque rencontre, chaque appel, chaque directive donnée par Miller. Il décrivit des réunions privées où Miller instruisait, dirigeait, manipulait, traçant une stratégie implacable destinée à ruiner Damon Holloway en profitant de son divorce avec Adrien. Tout avait été planifié, les accusations, la division des biens, les mensonges, la campagne pour le discréditer. L'avocat Nelson s'approcha calmement du témoin et posa la question essentielle. D'après vous, pourquoi votre père a-t-il conservé toutes ces preuves au lieu de les détruire? Trevor baissa un instant les yeux, puis répondit avec gravité. Parce qu'il savait. Il savait que Miller finirait par le trahir aussi. Il me l'a écrit noir sur blanc dans une lettre qu'il m'a laissée, je ne lui fais pas confiance. Un jour, ces preuves te seront utiles. Tu sauras quand. Le tribunal retint son souffle lorsque Nelson sortit un enregistreur numérique et lança plusieurs extraits audio. Dans un silence presque religieux, la voix reconnaissable de Miller emplit la salle, claire, froide, directive. On l'entendait donner des instructions précises sur la manière de fabriquer un récit crédible pour faire passer Damon pour un homme instable, voire dangereux. Elle parlait comme une stratège, détachée, sans émotion. Dans le public, Adrien se mit à pleurer silencieusement.
Elle se couvrit le visage, secouée par la honte ou par la prise de conscience brutale du rôle qu'elle avait joué, volontairement ou pas, dans ce plan cruel. Ce témoignage fut suivi d'une avalanche de documents, captures d'écran, relevés bancaires, courriels imprimés, extraits d'agenda. Tout formait une mosaïque effrayante de préméditation. À mesure que chaque pièce était dévoilée, la défense de Miller ne s'effondrait pas seulement, elle explosait sous le poids d'une vérité incontestable. Lorsque Nelson annonça le nom de son dernier témoin, la salle était déjà convaincue. Même l'avocat de Miller, Blême, feuilletait nerveusement des documents sans but réel, comme s'il cherchait une échappatoire dans un labyrinthe déjà scellé. Liam Holloway s'approcha de la barre avec calme. Son témoignage, bien que court, frappa comme un marteau de justice. Il parla de la procuration qu'il avait découverte parmi les affaires médicales de Preston. Il expliqua comment, au fil des jours, ses soupçons à l'égard de Miller s'étaient transformés en certitude. Et surtout, il révéla que plusieurs documents montraient que Miller avait délibérément influencé les soins médicaux de Preston, poussant les médecins à opter pour des traitements qui accéléreraient sa détérioration mentale. Ce fut la goutte d'eau. Le juge Morris, visiblement choqué mais professionnel, mit fin à la séance. Sa décision fut claire, ferme et immédiate. La procuration fut annulée, jugée comme obtenue sous de fausses intentions. Tous les avoirs de Miller furent gelés, dans l'attente d'une enquête criminelle approfondie. Une ordonnance restrictive permanente fut émise à son encontre, l'interdisant de contacter Damon, Adrien, Liam ou tout autre membre de la famille Whitmore. À l'extérieur, un vent frais balayait les marches du tribunal. Damon resta un moment seul, à observer Preston être doucement conduit vers une ambulance spécialisée. Le vieil homme, affaibli, mais lucide, leva les yeux vers lui avec une expression qui mêlait regret et reconnaissance. Adrien, bouleversé, échangea quelques mots à voix basse avec Liam, puis tourna les talons, s'éloignant seul, comme une ombre fuyant la lumière. Calvin rejoignit Damon peu après. « Tu as gagné », dit-il simplement. « Miller est fini. Le procureur est déjà en train de rédiger les chefs d'accusation. Assure-toi que Preston soit traité dans une clinique décente. Avec respect et dignité. Peu importe le prix. » Calvin, surpris, répondit. « Tu fais preuve de compassion envers les Whitmore ? C'est nouveau. » Damon répondit d'un ton dur mais juste. « Preston a été manipulé. Comme les autres. Miller était la main. Les autres n'étaient que des pions. »« Et ton fils ?» demanda Calvin en désignant Liam au loin. « Il s'est battu pour la vérité. » Damon hocha lentement la tête. « Il a fait ce qu'il fallait. » Enfin. Ce soir-là, de retour dans sa demeure silencieuse, Damon trouva un message sur son téléphone. Il venait de Liam. « Merci, Liam. » Il ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Car certains liens, lorsqu'ils sont brisés, ne se réparent pas par colère, mais par principe. La confiance, une fois détruite, ne renaît pas. Elle laisse place à autre chose, la lucidité, la mémoire, la justice. Damon Holloway avait bâti sa vie sur 3 piliers intransigeants, la loyauté, la vérité, et les conséquences. Les événements des 3 dernières années n'avaient pas détruit ces piliers. Ils les avaient renforcés. Et ceux qui l'avaient trahi. Ils avaient payé. Même Miller. Surtout elle. Quant au pardon, Damon n'en parlait jamais. Il ne le réclamait pas, ne l'accordait pas. Ce n'était pas un manque d'humanité. C'était un choix. Une manière de ne jamais oublier, ni ce qu'il avait perdu, ni ce qu'il avait appris. Debout devant la grande baille vitrée, un verre de whisky à la main, Damon contempla la ville. Les lumières scintillaient au loin comme des souvenirs qu'on ne peut éteindre. Il leva son verre dans le silence. Le compte était réglé. Le passé enterré. La justice rendue. Et si cette paix goûtait l'amertume? Alors soit. Certaines vérités méritent d'être payées au prix fort. C'est ainsi que se termine notre histoire. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Partagez vos impressions en commentaire. Si ce récit vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires aussi poignantes. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour continuer ce voyage avec nous. On se retrouve là-bas. Hey, he's at 420. Ooh, this is fun.
So funny to me, dude. Please God, turn on song requests. The house hater. The house hater. Please God. Please, for the love of fuck. All right. All right. The vibes are high. All right, because you guys have been good. Hey, by the way, no one has bet on if I'm making it to the end. There's 9 minutes left. Okay. It's been a minute since I've done this. Media requests. Okay, media request is on. I do believe I patched it so that you guys can use the full link. So it takes YouTube links. So you find a song on YouTube, copy paste the link. Now, if you want to be good, you just copy. Oh shit, is it the, hold on. Let me find a song. Yeah, here we go. Okay, you just copy from watch forward, I think. Let me see if this works. Does it have to be YouTube? I think it does. Yes, okay. Now, I don't think it'll ban you if you use the whole link. It did before. Okay, here we go. And play. Okay. Let me know if the audio is fricked up. So okay, chat, here's how this works. You do exclamation point SR. I'm gonna put it on screen for you guys. Where the hell is it? There it is. Okay, see up there? Wait, up there? Exclamation point SR and then the YouTube link. Start queuing it up, my friends. Okay, you guys are getting it. Cool. Cool. Alrighty, back to the gameplay. Sorry about that. Song request is up. Get your songs in. I think it costs 100 mana? Something like that. And I think there's a slight cooldown on, I think there's a couple seconds of cooldown so that other people have a chance. Okay, here we go. Does anyone want to make a Minecraft world with me? Kinda bored right now. Bored, huh? Why don't you come on in and sit on down? Chad, how about we get this guy a little bit of mana? Get him in the... Show him what it's like to feel the rush of hitting exclamation point roulette.